se donner de la priorité, il faut savoir ce qu'on veut déjà. Ouais. Et voilà, se planifier. Je pense que le couple aussi est fait pour ça. Créer une marque africaine qui nous représente et avec laquelle nous nous identifions. La qualité, l'africanité et l'accompagnement du consommateur africain. Koufabo est la première marque en Afrique de smartphones qui est vendue à crédit. Afrocook, c'est une application de recettes africaines des 54 pays d'Afrique pour faire connaître l'art culinaire africain. Alors, bonsoir Madame Traoré Fadima Diawara. Bonsoir, Merci de nous recevoir. bienvenue. Commencez par nous dire comment l'idée de création de Koufabo vous êtes venue. Alors, je pense que je l'ai dit toujours, Koufabo est vraiment venu pour répondre à un besoin de communication, D'accord. créer une marque africaine qui nous représente et avec laquelle nous nous identifions. D'accord. Et le nom Koufabo veut dire quoi? Alors, Koufabo, c'est un malinké, ça signifie être en contact, D'accord. enlever ta curiosité, Ok. avoir des nouvelles. D'accord. Alors, parlez-nous des débuts de création. L'idée vous êtes venue tout de suite de répondre à cette problématique de communication au niveau africain. Et comment vous vous êtes prise pour mobiliser les ressources en termes de moyens financiers, etc. D'autant plus que à la base, vous avez fait les études de droit et vous vous retrouvez dans un domaine carrément différent. Alors, comment vous vous êtes prise? Alors, ça n'a pas été facile. Déjà, ça fait 4 ans, on a commencé le projet en 2017. D'accord. L'idée m'est venue, enfin je suis à la base, enfin je viens pas du monde de la technologie, du monde rien, je suis à la base beaucoup passionnée par tout ce qui est lié, on va dire à la technologie, à l'innovation, Ah, au d'accord. monde gadget. Ok. Et donc cet amour, cette passion pour ce secteur m'a fait naître, on va dire, l'envie aussi. J'ai observé qu'il y avait, à l'époque quand on commençait il y a 4 ans, moi je connaissais pas de marque africaine de téléphonie et de D'accord. smartphone, donc je voulais vraiment faire quelque chose pour nous où les Africains puissent s'identifier un truc de qualité. C'est vrai, comme vous le dites tout à l'heure, quand j'ai commencé le projet, à dire vrai, j'ai commencé toute seule. D'accord. Mais après, il y a des gens qui ont adhéré, on a dû former une équipe. Ça nous a pris quand même 3 ans pour avoir des ressources, on va dire, nécessaires pour être sur le marché, pour produire. Donc c'est tout un process qui s'est fait sur 4 ans. Et voilà, pour le moment, je suis contente et nous sommes en train de travailler sur de nouveaux modèles pour grandir parce qu'on a une vision, on va dire, large pour le projet, pour Koufabo D'accord. en Afrique. Alors, vous disiez tout à l'heure que ça vous a pris à peu près 3 ans pour mobiliser les ressources. Je veux bien savoir c'est quoi les premiers pas. Vous aviez déjà cherché à mobiliser les ressources financières ou est-ce que vous avez cherché du partenariat tout de suite? Comment ça, c'est les premiers pas? Alors, les premiers pas, c'était sur fonds propres. D'accord. Voilà, donc j'ai commencé à travailler sur fonds propres, sur des prototypes. D'accord. Vous savez, sortir un modèle, sortir un téléphone nouveau, ça demande beaucoup de process. Donc on a pivoté de prototype en prototype. D'accord. On a commencé avec le F99. Donc le F99, c'est le 4e prototype qui a été validé. D'accord. Et qui a été commercialisé, on va dire, sur le marché. Donc ça a été un process long.
je suis allée tout de suite sur fonds propres parce que quand on vient de commencer un projet, il faut que toi aussi tu montres que franchement tu crois à ton projet. Donc tu investis sur toi-même. Donc moi j'ai investi sur fonds propres et voilà, au fur et à mesure on a communiqué sur... Et quand vous dites fonds propres, on peut avoir une idée du montant initial? Non, enfin je ne voudrais pas parler de montant initial ici. Mais bon, je suis allée sur fonds propres, donc ces prototypes, le branding, tout le process qui est derrière, moi j'ai dû le faire sur fonds propres parce que, comme je le dis tout à l'heure, il faut s'investir, il faut investir sur toi-même avant que les autres n'investissent sur Mais toi. confiance en toi. Voilà, donc c'est grâce à la campagne que nous avons faite sur nos fonds propres que les autres partenaires ont pu nous voir, on a eu de la visibilité aussi, ils ont investi sur nous. Ok, qu'est-ce que ça vous a demandé au départ? Vous disiez, on a une équipe qu'on a tout de suite mobilisée. Cette équipe, c'était des Guinéens. Alors, l'équipe, c'était pas tout de suite. L'équipe, on va dire, j'étais toute seule au début. D'accord. Mais après, moi, j'ai voulu que des jeunes Africains puissent participer au projet. Donc, les applications de Koumfabo sont développées par des Guinéens, par des jeunes Africains. Ah, c'est d'accord. designé par des jeunes Africains. Ok. Notre designer, il est guinéen. D'accord. Et puis, il y avait une équipe parallèle aussi de mentoring en Espagne qui nous accompagnait sur le côté mentoring, sur le côté ressources de fonds, sur le côté visibilité aussi. Ça veut dire que vous apparteniez à un incubateur du genre, c'est ça? Voilà, nous étions déjà un incubateur là-bas qui est, on va dire, qui est financé, qui nous ont mis, on va dire, des ressources à notre disposition. Techniques, financières, etc. Tout ça. Financière, pas forcément, mais bon, ça rentre dans ce cadre-là parce que si on te donne de la visibilité, si on donne des services, des personnes compétentes à ta disposition qui travaillent pour toi, qu'on te donne un local que toi tu puisses travailler, enfin, on te donne un cadre, on va dire, pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu puisses travailler, je pense que c'est plus que financier parce que ça une te valeur booste. numéraire. Exactement. Alors, comment vous avez fait pour accéder à cet incubateur? À la base, vous n'aviez que l'idée, ça se passe juste dans la tête. Il faut mettre en place des prototypes. Selon vous, c'est le 4e modèle qui a été validé. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour appartenir à cet incubateur-là? Alors, comme je dis, Koumfabo est né sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà, notre stratégie de communication, c'est la communication digitale. Vu que nous sommes une start-up, donc la communication de masse, c'est compliqué parce que ça sort un peu de notre budget. Ouais. Donc, nous nous concentrons, vu que nous sommes une start-up technologique, donc nous travaillons beaucoup plus sur la com digitale. Aujourd'hui, l'Internet nous donne, on va dire, une opportunité énorme de communiquer, restant en Guinée ici, communiquer avec quelqu'un qui est à Singapour, communiquer avec quelqu'un qui est à Washington en une fraction de seconde, faire passer le message, donc c'est énorme. Donc nos stratégies est beaucoup plus digitale et voilà, ces incubateurs nous ont vus sur Internet, même en Espagne, ils nous ont vus sur Internet, ils ont vu ce que nous étions en train de faire était innovant, c'était intéressant, donc ils nous ont approchés pour me demander ce que vous êtes en train de faire, c'est juste incroyable, c'est audacieux, nous on y croit à ce que vous êtes en train de faire et on veut vous accompagner comme ça. Il faut préciser qu'à ce moment-là, vous êtes installé en fait en Espagne. Oui. Et vos collaborateurs sont sur la Guinée. Non, à l'époque, je travaillais toute seule. À l'époque, là où je vous parle, je parle il y a 4 ans. Donc, je travaillais toute seule avant de m'entourer de toute cette équipe qui est derrière. D'accord. Et l'autre question qui m'intéresse tout de suite, vous, les smartphones, vous ne les concevez pas directement vous-même. Et comment vous avez fait pour rentrer en partenariat avec les fournisseurs? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Alors, ça aussi, ça a été un process long, vu qu'au début, nous étions même pas une entreprise, on n'était même pas constitué, on va dire, légalement. Donc, il fallait chercher des usines en Asie pour pouvoir, on va dire, assembler, fabriquer ces dispositifs-là. On a certes beau faire nos designs 3D, on a certes beau designer, développer nos applications, faire le hardware et le software, mais si on n'a pas, on va dire, le dispositif
dispositif en main, Ouais. il y a encore du boulot. Donc, j'ai dû contacter personnellement beaucoup, on va dire, de fabricants. Il y avait toujours un non. Pour l'anecdote, j'ai envoyé plus de 100 mails. 100 mails? Plus de 100 mails aux Wow. fabricants. Donc, à chaque fois je les présentais le projet, je les expliquais parce que moi, je ne pouvais pas produire les quantités qu'eux, ils demandaient vu qu'on n'est Ok. pas une multinationale, nous ne sommes pas un grand groupe. Ouais. Enfin, je suis une personne physique, donc je veux que vous produisiez ça. Je veux voir des petits prototypes pour pouvoir matérialiser la Ouais. chose. C'était pas évident. Tout de suite, ils disaient non, non, on veut ces quantités. Mais bon, il y a... Et il n'y a pas à après force- une idée de la quantité qu'il demandait pour... Oui, on va dire pour lancer la production, ils te demandent carrément 10 000 ou minimum 3 000. Ça dépend. Ok. Et moi, je n'étais pas dans cette optique. Et à Moi, ce moment-là, vous demandiez combien? Enfin, moi, je voulais juste quelques prototypes. Waouh, 1, 2, 5, 10, 100. Voilà, maximum, on va dire 10. Waouh. 10 prototypes pour voir à quoi ressemblait et pivoter de prototype en Ouais, prototype. oui. Et c'est ce qu'a fait le fabricant actuel que j'ai. D'accord. Donc, il m'a donné l'opportunité. Il a cru en ce que je l'ai vendu. Ok. Et il a dit, OK, moi, je vais faire tes prototypes. On va ballonner de prototype en prototype jusqu'à ce que tu aies le bon prototype que tu veux. Ok. Et moi, je te fabrique ça. Et bien, toutes ces différents échanges se sont passés à distance. De l'Espagne, eux, ils sont en Asie, vous échangez par mail, etc. C'est ça ou vous vous êtes déplacé pour aller à leur rencontre? Alors, je ne me suis pas tout de suite déplacée à aller à leur rencontre. D'accord. Comme je vous dis tout de suite, la technologie est juste extraordinaire. Wow. Internet, c'est Wow. énorme. Wow. Donc, on a tout fait par mail. Même mes collaborateurs en Guinée, à la base, je les ai connus à travers les Internet. réseaux sociaux, à D'accord. travers Internet. Ok. Voilà, donc on travaillait tout le temps à distance. Wow. Le designer fait son design, les développeurs développent ce qu'ils ont à développer, on se concerte et l'usine aussi fait son prototype, on envoie, on teste, on donne aux gens pour tester, on donne aux professionnels, aux personnes lambda qui testent, qui nous donnent des feedbacks, qui nous permettent de D'améliorer, pivoter, de voilà, pivoter, de justement. pivoter de prototype en prototype jusqu'à trouver le bon. Alors, le déplacement en Asie, pour aller voir, on va dire, la production, vu que nous produisions aux normes de l'Union européenne, donc il y a un minimum de qualité que nous surveillons. D'accord. Donc à cette production-ci que notre équipe s'est déplacée pour réellement aller voir l'usine, aller voir les politiques de production qu'ils ont pour que voilà, les normes que nous Ça leur réponde aux imposons. normes, en fait. Exactement. Alors, Marc, l'autre question, vous décidez de vous positionner sur un marché, un secteur où il y a déjà des grands du marché qui ont un positionnement très fort. Je parlais par exemple de iPhone, de Samsung, de Tecno, qui sont vraiment très bien positionnés sur le marché africain. Alors, vous décidez de venir. En ce moment, c'est quoi l'avantage concurrentiel? Alors, l'avantage, je pense que déjà l'Afrique, c'est un marché gigantesque et l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Et je pense que c'est essentiel, c'est primordial que nous, Africains aussi, puissions profiter de cela. Ouais. Enfin, nous ne sommes pas du tout sur le même segment que les marques que vous venez de citer tout à l'heure. D'accord. Parce que nous sommes déjà dans du low cost. D'accord. Voilà, dans du low cost, ce que nous vendons, c'est la qualité, l'africanité et l'accompagnement du consommateur africain, ce que nous Ok. vendons. C'est pour vous dire que Koumfabo est la première marque, si je m'abuse du terme, en Afrique De qui est smartphone. de smartphone, qui est vendue à crédit parce qu'on a pu créer une politique. Voilà. On a pu créer, enfin, aux consommateurs africains, on les oblige pas, mais ils n'ont pas d'option de préfinancer des produits en Europe. On préfinance une voiture, on préfinance un bien téléphone, sûr. on peut même préfinancer une chaussure. Ouais. Et pourquoi ne pas proposer ça ici aussi? Donc, nous, on a fait qu'accommoder ça, enfin l'adapter à notre business. ça. Donc, à travers notre collaboration avec la Société Générale, D'accord. toutes les personnes qui sont bancables, qui sont clients de la Société Générale, peuvent préfinancer notre smartphone, c'est-à-dire l'avoir à crédit et le payer sur 6 mois sans intérêt. Alors, donc, si je comprends bien, votre avantage concurrentiel se trouve beaucoup plus dans votre stratégie de pénétration de marché et votre stratégie de vente. Donc, du genre, il faut d'abord que le client soit déjà bancable auprès de la Société Générale pour pouvoir bénéficier du téléphone qu'il paye au fur et à mesure, c'est ça? Pas forcément. Ça, c'est une option, c'est optionnel. Donc, déjà, on est en collaboration aussi avec MTN, donc qui vend, on va dire, nos smartphones dans ces différents
dans les différentes agences en République de Guinée. Donc ça, c'est pas forcément pour préfinancer. Donc les clients qui veulent le payer en cash ont l'option, on donne l'option aux clients de le payer en cash. Et l'option, les clients qui peuvent pas aussi le payer en cash, qui puissent avoir l'option de préfinancer leur téléphone sur 6 mois sans intérêt. Alors, ce qui m'intéresse, à la base, vous n'êtes même pas installé sur la Guinée, à la base. Vous rentrez sur la Guinée. Comment vous faites pour mériter la confiance, par exemple, de la Société Générale ou de MTN pour aller en partenariat avec eux? J'ai rien fait, on n'a fait que travailler, ils nous ont suivis. Je pense que, voilà, c'est pourquoi je vous dis, l'Internet, la technologie, c'est juste énorme. Donc, ils ont suivi, enfin, grâce à vous, les médias aussi, qui ont beaucoup relayé, on va dire, ce que nous étions en train de faire sur le projet. Nos followers qui nous ont suivis depuis le début du projet. Donc, le projet a fait beaucoup d'engouement. Il y avait beaucoup, on va dire, d'attentes, on va dire, sur le projet. Et ces partenaires se sont positionnés, on va dire, pour nous accompagner. D'accord. Eh bien, est-ce que la Société Générale, c'était la première entreprise vers laquelle vous vous êtes tourné tout de suite, qui a accepté le partenariat avec vous, ou vous aviez contacté d'autres tout de suite qui vous ont refusé? Oui, la Société Générale nous, on n'a pas contacté la Société Générale. Par contre, c'est la Société Générale est venue vers nous. Grâce à ce qu'on faisait. C'est pourquoi je vous dis, vous êtes en train de travailler, ne travaillez pas dans l'ombre. Faites-vous connaître, donnez de la visibilité à ce que vous faites. Peut-être il y a quelqu'un dans l'ombre qui est en train de vous regarder. Cette personne attend le meilleur de vous pour se lancer avec vous. Donc, la Société Générale nous a approchés. Je pense qu'eux aussi, ils sont dans l'optique, on va dire, d'accompagner les startups. Ils se positionnent sur leur milieu et voilà, ils ont vu qu'on pouvait les apporter aussi quelque chose de positif, vu qu'ils ont des produits, on va dire, digitaux qu'on a embarqués dans nos smartphones par défaut. Et c'était extraordinaire parce que nous, on a galéré 3 ans, on avait besoin de fonds pour être, on va dire, sur le marché. Donc, la Société Générale a pris des risques avec nous, vu une start-up qui n'est même pas sortie, qui a un prototype, et investir des sommes comme ça sur ça. Donc, il faut vraiment réfléchir. Il faut donner de l'opportunité. Quoi. Voilà. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que start-up, on a besoin de ça. Parce que avoir des prêts bancaires au niveau des banques, c'est juste pas possible. C'est compliqué. Surtout en tant que start-up. En tant qu'entreprise, là, c'est autre chose. En tant que start-up, c'est encore plus compliqué parce qu'on te demande des choses que tu ne pourras jamais avoir. Et donc, Société Générale nous a tellement facilité la chose et c'est grâce à ça on est sur le marché. D'accord. Déjà, avec la Société Générale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préfinancé. Déjà, ils ont acheté un lot de téléphones avec vous, c'est ça, pour après mettre à leur disposition, pour vendre, etc. Ça s'est passé comment concrètement? Non, ils ont préfinancé la production de 3000 téléphones. 3000 téléphones. Voilà. Et puis, ils se sont assurés qu'on puisse rembourser ce prêt-là. Donc, on a fait une politique de préfinancement. C'est-à-dire que les personnes qui sont bancables au niveau de la Société Générale puissent préfinancer, on va dire, ces modèles-là. Et puis, l'originalité aussi, c'est que je n'ai pas dit tout de suite, on a d'autres partenaires comme l'Anala Assurance qui assurent nos smartphones. Donc, nous donnons une garantie de 2 ans. Des garanties de casse d'écran, où on a une start-up aussi qui est là, qui s'appelle Yalan, qui s'occupe de la réparation des smartphones, qui ont un peu notre service après-vente. Et puis, il y a d'autres institutions aussi qui nous ont passé des commandes, des entreprises qui utilisent comme flotte dans leur entreprise. D'accord. Mais ça fait quand même, avec la Société Générale, vous aviez 3000 téléphones que vous avez pu vendre. Ces téléphones coûtent à combien? Alors, c'était 1 million. On l'a vendu à 1 million. 1 million le téléphone. Le téléphone, l'unité. D'accord. Est-ce que les téléphones, vous avez un seul modèle, 2 modèles Quand on est sorti sur le marché, on est sorti avec un modèle qui est le F99. D'accord. Mais nous sommes en train de travailler sur de nouveaux modèles. Il y a un deuxième modèle qui est sorti, qui est déjà sorti, que probablement les gens le verront bientôt sur le marché. C'est le B20. Donc, ce n'est pas un smartphone, mais c'est par contre un feature phone. C'est un téléphone basique. D'accord. Pour des personnes qui ne veulent pas forcément utiliser un smartphone, donc ils auront l'option d'utiliser un téléphone basique pour la durée de la batterie, parce que voilà, peut-être il y a ma grand-mère qui est au village qui ne veut pas forcément utiliser un smartphone, qui veut juste un téléphone pour être en contact avec ses petits-enfants ou ses enfants.
Voilà. D'accord. Et au-delà des 3000 téléphones que vous avez pu, par vos partenaires avec la Société Générale, est-ce que vous avez par exemple pu écouler d'autres téléphones? Parce qu'après, il y avait MTN aussi. C'est toujours dans le même partenariat? C'est toujours dans le même partenariat. Ok. Et là, on va bientôt entamer la deuxième phase de production du F99, vu qu'il y a beaucoup de demandes, D'accord. pour repositionner le stock Ok. et voilà, et dispatcher aussi à travers nos partenaires comme Société Générale, MTN et à notre niveau aussi. D'accord. Et très bien. Alors, vous arrivez en Guinée. Comment ça se passe avec les autorités? Déjà, si je me souviens très bien, vous avez été lauréate d'un concours entrepreneurial sur la Guinée. Après, avec l'autorité, par exemple, le ministère de la télécommunication, je sais pas, l'ARPT, est-ce que vous avez véritablement réussi, reçu des accompagnements venant de ces autorités guinéennes? Justement, en 2019, on a gagné le prix de la semaine du numérique, D'accord, justement. Et voilà, l'ARPT particulièrement nous a accompagnés, vu d'accord, que c'est l'ARPT, je crois que c'est le ministère qui organise, ouais, mais l'organisation se faisait au niveau de l'ARPT. d'accord, Donc, au moment de l'homologation de nos modèles F99, oui, donc moi, je suis allée voir à l'époque les autorités qui étaient à l'ARPT, donc je leur expliquais la situation, oui, ne serait-ce nous aider sur l'homologation de nos modèles. Vu d'accord, qu'en Guinée, légalement, on ne peut pas vendre un modèle qui n'est pas homologué par l'ARPT. oui, Donc moi, j'ai fait une demande d'homologation et je suis allée d'accord, voir les autorités pour les expliquer, vu que nous sommes une start-up, c'est une sorte d'accompagnement. Donc ils nous ont exonérés. oui. Enfin, on n'a pas... Ah, d'accord, les Voilà, taxes, on etc. nous ont honoré des taxes d'exonération. Ils nous ont fait, on a fait tout le process légalement. On a mené, on va dire, les documents qui attestent que nos téléphones sont aux normes de l'Union européenne, les spécifications techniques, enfin tout le process. Mais derrière, on a fait une lettre, on a demandé à ce que l'ARPT puisse nous exonérer. Ne serait-ce que ça, ce serait un accompagnement, on va dire, de l'institution pour la start-up que nous sommes. Ok. Donc ça nous a été accordé. Et avec le nouveau modèle, donc je vais demander le même type La même chose en d'accompagnement. fait, J'espère ok. que ça sera D'accord, acquis. donc ça c'est l'accompagnement avec l'autorité, c'est limité à ce niveau-là. Oui, pour le Il n'y a moment. pas eu d'accompagnement au niveau communicationnel, des ouvertures ou des recommandations vis-à-vis d'autres institutions par exemple, non? Non. Pas pour le Alors je moment. veux revenir sur votre personnel. Vous les avez découverts sur les réseaux. Vous êtes une start-up à la base, ça veut dire que vous cherchez même le business model encore à le valider. Alors, ces gens-là, comment vous collaborez avec eux? Vous recrutez des professionnels déjà ou vous prenez des gens que vous formez et surtout, comment vous faites le système de rémunération? Alors, au début, quand on a commencé, il n'y avait pas de système de rémunération. D'accord. Donc, moi, je suivais quelques jeunes Oui. sur les réseaux sociaux qui sont passionnés par ce qu'ils font. D'accord. Donc, je leur ai dit, je les ai contactés, on est en train de travailler sur ça, ça t'intéresserait de travailler. Mais bon, ils seraient rémunérés. D'accord. Donc, ils ont un contrat qui nous lie, ils travaillent sur le projet et derrière, nous, on les rémunère. Ok. Mais après, j'ai voulu les intégrer. Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez vu tout dernièrement, on avait passé un appel Ouais, d'offres. un pour appel d'offres, recruter- j'ai vu ça. Voilà, pour recruter des développeurs. Ouais. Il y a un développeur qui a été recruté et notre designer aussi. C'est quelqu'un, on a été mis en contact, mais il a travaillé d'abord sur nos projets D'accord. à l'externe, on va dire. Ok. À distance. À distance, il Ouais. travaillait sur le modèle, il faisait son design, le 3D, le modeling et tout. Ok. Et voilà, au final, Aujourd'hui, on a votre tous- personnel, vous avez combien de personnes? on est au nombre de 6. 6. Génial. Alors, l'autre question assez intéressante, vous êtes marié, vous avez des enfants Oui, j'ai 2. et vous développez une entreprise à distance. Et mieux, vous passez un MBA, je crois. C'est déjà fait. C'est déjà fait dit. Alors, comment vous y prenez pour composer avec tout ça, vie familiale, vie professionnelle, une vie à distance dans le développement de l'entreprise? Comment vous y prenez? Il faut se donner de la priorité, il faut savoir ce qu'on veut déjà Ouais. et voilà, se planifier. Je pense que
le couple aussi est fait pour ça. Je pense que mon mari aussi, il est pour beaucoup. Voilà, D'accord. parce que lui aussi s'adapte, on va dire, à ce que moi je fais. Donc, il est un peu, on va dire, mon pilier, mon soutien et tout, vu que je voyage beaucoup. Ah oui. Donc, c'est pas facile d'avoir des enfants, voyager, faire tout ce process si on n'a pas quelqu'un aussi qui est derrière, Bien qui sûr. qui nous soutient, qui nous épaule, en fait, qui nous laisse grandir, qui nous laisse. Et surtout qui vous accompagne, en fait. Voilà, et qui est dans l'ombre. Ouais, Voilà, surtout. c'est quelqu'un qui cherche pas à être visible, qui est dans limite, il est effacé. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'on appelle aussi une vie familiale, une vie de couple accomplie. Et avoir des priorités, c'est très important. Génial. Alors, étant femme, avec le regard des autres, l'avis du miroir social, des fois, dans nos types de société, c'est compliqué en fait, étant femme, qu'on voit se battre du genre comme ça. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes pointus liés au genre, par exemple? Bah, bien sûr. Et ça, c'est tous les jours. Et ça ne me choque pas. Je pense que c'est pas que c'est notre société. Je pense que c'est toutes les sociétés, mais toutes les sociétés doivent passer par leur process. Enfin, des fois, on a du mal qu'on nous prenne au sérieux. Mais à un moment donné, vu que c'est un milieu qui est beaucoup masculin, mais à un moment donné, si vous êtes présent dans ce milieu, ils savent ce que vous êtes en train de faire. Donc le respect s'impose tout à l'heure, ça vient tout seul. Mais au début, c'est difficile de se faire respecter, ou des gens même qui ne vous connaissent pas. Moi, au début, à la base, on disait que j'étais la commerciale de Confabo. Il y a d'autres qui ne concevaient pas au fait que moi, je suis la fondatrice ou la directrice de la start-up. C'était juste pas possible qu'une femme ait cette idée-là. Mais bien sûr, à un moment donné, je pense que nous sommes comme, on va dire, le porte-drapeau de nos petites sœurs, de nos enfants. Ces petites-là, Et moi, l'autre question qui m'intéresse, face à tous ces regards, souvent le milieu qui n'est pas facile, qu'est-ce que vous vous dites qui vous amène à pouvoir tenir tout ça? Quel est le discours interne que vous tenez? Le discours interne, c'est que tu ne dois pas lâcher. Tu dois aller au bout, tu as un objectif, tu as une vision et que tu dois l'accomplir. Tu as une mission en fait. Alors avec les parents, ça a été facile. Souvent quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, même pas étant femme déjà, avec les parents on dit non, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses l'emploi, etc. Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés avec la famille ou vous avez tout de suite eu le soutien de la famille? Non, forcément, j'ai pas. Je suis une personne très libre, donc mes activités, ce que je fais, c'est moi qui décide. Donc, je tiens beaucoup à ma liberté. En ce qui concerne mes parents, au début, quand j'avais commencé le projet, j'ai pas tout de suite informé mes parents. Ah, d'accord. Ils l'ont su au fur et à mesure. Ils m'ont soutenu. Voilà, ils sont fiers, ils sont contents, tant mieux. Génial. Et concrètement, aujourd'hui, c'est quoi le plus grand défi de Confabo? Alors, le plus grand défi de Confabo, c'est financier. Je D'accord. pense que c'est de toutes les entreprises. Bien sûr. Et étant start-up, c'est financier parce qu'on a une vision large, on a une vision tellement énorme de En Confabo. parlant de vision, c'est quoi la vision concrète? Alors, la vision de Confabo, c'est d'être reconnu comme une marque africaine et que le dernier, on va dire, le dernier village au fond, pas seulement de la Guinée, mais de l'Afrique là-bas, en Sud-Afrique, puisse avoir cette marque-là, puisse se l'approprier au fait. Nous, le souci que nous avons, c'est financier, c'est de produire, c'est d'inonder le marché. On a des idées extraordinaires, on est en train de travailler sur de nouveaux modèles extraordinaires, uniques, que je pense qu'il va bouleverser aussi, on va dire, ce secteur-là, ce milieu-là. Et on va pouvoir montrer aux gens, à la face du monde, que nous, Africains aussi, on a une vision, on a de la créativité, au fait. Et alors, parlant de ces nouveautés que vous voulez mettre un petit peu dans les smartphones, je veux plus m'intéresser un petit peu aux applications, aux softs qui sont à l'intérieur. Est-ce que c'est des softs qui répondent aux problématiques de chez nous, en Afrique ici? Est-ce que, par exemple, on s'attend à un réseau social purement africain, des softs qui répondent à nos problématiques, en fait, de chez nous, concrètement?
Bien sûr, c'est pourquoi je vous dis qu'Umfabo accompagne le consommateur africain dans sa vie quotidienne grâce aux applications que nous avons développées. Alors, notre première application, c'est AfroCook. C'est une application de recettes africaines. Alors, ce que nous avons fait, nous avons récapitulé des recettes africaines des 54 pays d'Afrique pour l'intégrer à l'application, donc pour faire connaître l'art culinaire africain. Ceux qui sont passionnés, on va dire, de cuisine, ils ont leur app, ils peuvent chatter, rentrer dedans, faire ce qu'ils veulent. On a la deuxième application, c'est Fandimi, c'est une application de géolocalisation des centres de santé, hôpitaux et pharmacies de proximité. Alors, le but de cette application, c'est pour mettre la technologie au service de la santé, donc sauver des vies. La troisième application qui vient par défaut dans nos smartphones, c'est Dicalo. C'est une plateforme de communication africaine. Donc, c'est un réseau social. Ce n'est pas développé par Kumfabo par contre. C'est développé par un de nos partenaires. C'est une start-up camerounaise. D'accord. Alors, ce que je veux pour Kumfabo, c'est de faire de Kumfabo une plateforme où les jeunes Africains puissent exprimer leur talent, travailler ensemble et grandir. Enfin, moi, je me suis dit maintenant, à part les deux applications que nous avons développées, nous ne cherchons plus à développer d'applications. On améliore ces applications, on embarque d'autres applications de jeunes développeurs. Sinon, s'ils développent leurs applications et ces marques, ces grosses multinationales ils vont jamais les embarquer dans leur smartphone. Et Kumfabo vient aussi pour répondre à ces besoins-là. Donc, ces développeurs, moi, je les suis. Je suis beaucoup d'applications, je suis ce qu'ils font. Et voilà, et essayer d'avoir beaucoup plus de contenu pour nos utilisateurs, bien sûr. Génial, hein? Parfois, il vous arrive forcément de rencontrer des difficultés. Et ça, c'est dans le quotidien de l'entrepreneur. Il y a même des jours où on doute, on a envie de tout abandonner. Et à ces moments précis, qu'est-ce que vous vous dites ou comment vous vous y prenez pour résister? Alors, j'ai tellement de doutes, même hier nuit, j'ai pleuré. Donc, c'est pour dire que hier, à quelle heure? À partir on va dire, à partir de 17h, je venais de faire un gros deal. Quelque chose qui nous a pris quand même une année. On a pu livrer les B20 de 40 000 pièces quand même, donc c'est énorme. 40 000 pièces, des B20. Les B20, les petits modèles Future Phone. Je vous reviendrai tout à l'heure. Donc j'étais super contente, j'étais juste waouh, ça nous a pris une année, mais on a pu le faire quoi. Et quoi, en espace de 3 heures de temps, j'étais en train de pleurer parce que j'avais un blocus ailleurs. Donc je me disais waouh, j'ai le monde sur ma tête, j'ai l'impression que rien ne marche. Mais c'est comme ça l'entrepreneuriat. C'est des hauts et des bas, c'est des émotions. Voilà. Enfin, on n'est pas Superwoman, on n'est pas Wonder Man, on n'est pas Superman. On est des êtres humains. À un moment donné, on doute. À un moment donné, on pleure. C'est bon de pleurer. Ça permet on va dire, d'évader, de se libérer. De se libérer, de se tranquilliser, de dire oui. C'est bon. Enfin, après, on est des des fois aussi, les larmes, c'est des larmes d'inspiration. Après avoir fait c'est des larmes des gros deals. Moi, je n'ai pas pleuré pour le deal. J'ai pleuré parce que j'ai une difficulté après. J'ai eu une autre difficulté qui n'a rien à voir avec ce deal. Ça, c'était pour un autre prêt que je veux pas en parler ici dans les médias. Voilà. Donc, quand on est une start-up, il y a des requins aussi qui sont derrière. Bien sûr. Qui font tout pour nous avaler. Qui mettent des bâtons dans les roues. Qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et c'est compliqué. Des fois, tu te dis merde, excusez-moi de l'expression, j'essaie de me battre, j'essaie d'aller de l'avant, mais il y a des gens qui me tirent pas derrière. Et je me dis non, je dois aller de l'avant, il faut que je me batte, il faut que j'y arrive en fait. J'ai qu'à pleurer, vous n'allez qu'à mettre 10 000 montagnes, je vais les surmonter, ça c'est sûr. Et les B20 sont à combien? Alors, ils sont pas les prix, je voudrais pas le dire d'abord. Vu que c'est sur une commande. Voilà, c'est sur une commande sûrement dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, ils vont inonder le marché. On veut avoir et nous, on va le vendre à notre niveau. La commande, par exemple, des 40 000 pièces, ça représente combien? Non, je voudrais pas parler. On n'aime pas parler de chiffres, mais non, après, c'est bien dans la mesure où ça peut inspirer. Peut-être qu'il y a cette jeune fille, peut-être qui se retrouve dans un recoin du monde entier, qui se dit que c'est pas possible pour moi, mais rien que le fait d'entendre ce que vous partagez là peut lui permettre de pouvoir se dire ouais, si elle a réussi à atteindre ce niveau-là, c'est bien possible pour moi. Si moi j'ai réussi, c'est que tout le monde peut réussir. Tout le monde peut faire. À creuser concrètement À creuser, je refuse du crédit.
vu que c'est purement confidentiel, donc D'accord. voilà, je ne veux pas rentrer dans les chiffres. Eh ben, à l'avenir, si les B20 doivent venir sur le marché, en tant que consommateur, je peux m'attendre à combien? À un prix 300 000, 400 Non, 000, même pas, 500 000? c'est un feature phone, c'est un téléphone basique. D'accord. Donc les B20, ce n'est pas des smartphones, c'est des téléphones basiques, mais qui sont faits au nom de l'Union européenne, qui sont D'accord. faits avec des qualités, des garanties que nous offrons à nos En utilisateurs. général, vous garantissez 2 ans, c'est ça? 2 ans C'est de ça. garantie. Voilà. De toute façon, on va essayer de coupler nos téléphones à l'assurance, c'est-à-dire D'accord. l'assurance Lanala, qui est notre Ok. partenaire, D'accord. qui vient coupler avec nos téléphones. Donc, Ok. l'utilisateur aura une garantie de casse, enfin, ce qui est derrière quand même. Donc, les B20, nous, on va commencer la production à notre niveau dans les prochains mois, les mois qui suivent. Et on est en train de fixer un prix qui varie entre 100 et 150. Ah, d'accord. Voilà. Bah, génial. Peut-être ça sera... Franc guinéen. Franc guinéen. Bah, il faut le préciser. Alors, si vous devriez aujourd'hui tout recommencer, tout reprendre à zéro, quelles sont les 2 ou 3 choses que vous ferez? Je ne changerai rien. Eh Je ben, ferais exactement la même chose. Je pense que le fait de douter, le fait de faire des choses et d'échouer, ça nous permet de nous forger mentalement, ça nous permet de s'apprendre aussi. C'est comme si c'était une sorte d'apprentissage, au fait. bien sûr, ce que je veux dire, si par exemple, moi je vous suis en fait, et j'ai envie de me lancer dans un secteur de genre comme ça, alors qui ne connaît rien là-dedans, quelles sont les 2 ou 3 choses sur lesquelles je dois porter mon focus pour optimiser mon résultat en fait? Alors, je vois que les gens sont beaucoup plus focus sur leur business plan. Ouais. Enfin, nous, on a commencé, on n'avait pas forcément, on avait un business plan pour nous, mais on n'avait pas forcément tout ça sur Peut-être papier. un business model, vous cherchez le prototype, avoir un prototype, c'était après. Voilà. Il faut se focaliser sur Moi, j'appliquais la Lean Startup. C'est une politique qu'on apprend quand on fait des cours de business management. Ouais. Au fait. Donc, il faut être dans la logique du Lean Startup. Il faut pas attendre avoir tout pour pouvoir te lancer, au fait. Donc, tu te lances avec ce que tu as. L'idéal, c'est d'avoir des personnes compétentes, des collaborateurs qui puissent t'apporter ce que toi, tu veux, parce que toi seul, tu ne pourras jamais le faire, vu que moi, je ne viens pas du secteur. Donc, j'apprends beaucoup. Les personnes que je côtoie, mes collaborateurs, j'apprends énormément d'eux, au fait. D'accord. Alors, un jour, forcément, vous ne serez plus là. Vous n'existerez plus. Quoi qu'on vous souhaite, longue vie et santé de fer. Ce jour, il viendra. C'est Et sûr. ce jour, quand il sera là, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous? Quelle personne vous avez été? Quel chef d'entreprise vous avez été? Quel collaborateur, collaboratrice, quelle épouse vous avez été? Qu'est-ce que vous voulez que la Guinée retienne de vous ou l'Afrique retienne de vous? Waouh! C'est énorme de dire tout ça, mais je veux qu'on retienne de moi quelqu'un de persévérant, quelqu'un qui a commencé nulle part, qui a commencé avec rien et qui a été audacieuse, qui a fait ce qu'elle a fait. Et voilà, qui aussi qui a inspiré, on va dire, des jeunes gens. Enfin, moi, quand j'ouvre mes mails chaque matin, que je vois des messages d'encouragement, enfin, je suis juste sidérée, je dis waouh. Donc, je suis dans mon camp, je suis en train de faire ça, je suis en train d'impacter les gens. Donc, c'est ce que je veux que les gens ne retiennent que de moi, que si tu te décides de faire quelque chose, tu vas le faire. Même si tu n'as pas d'argent. Il faut être persévérant, il faut savoir s'entourer et être passionné surtout. Il faut être patient. La passion, c'est, on va dire, 90% de la chose. Ouais, la passion efface la difficulté. En fait. Donc, je retiens une femme qui s'est battue, une femme qui veut changer le monde. Je ne le dis pas je le dis en haute voix. Enfin, je veux apporter ma pierre au monde. À mon pays, à mon continent et à l'humanité, bien sûr. Génial, ça sera ma dernière question. Et cette fois-ci, je veux bien que vous regardiez cette caméra qui est là, et que vous adressiez un message précisément aux jeunes filles, aux jeunes dames
qui vous écoutent, qui pensent que la vie, c'est faire les ménages à la maison, ça s'arrête uniquement qu'à ça, que la femme n'a pas sa place dans la société, elle ne peut pas innover, créer et s'imposer aussi. Quel est le message que vous avez à annoncer à ces femmes-là, mais au-delà de ça, surtout à la diaspora, parce que quelque part, vous appartenez à cette diaspora-là, vous avez eu le courage de revenir chez vous. Donc, quel est le message que vous avez d'un côté pour ces jeunes filles, jeunes dames, et de l'autre côté pour la diaspora africaine, précisément la diaspora guinéenne? Alors, le message pour les jeunes filles, c'est, enfin, tu es fille, c'est pour quelque chose, tu es une femme, donc tu as beaucoup à apporter à cette humanité. Déjà, nous donnons vie et être une femme, moi, je pense que c'est une opportunité énorme, vu qu'on peut faire beaucoup de choses à la fois. On a un pouvoir, si on arrivait à maîtriser, on va dire, ce pouvoir-là, c'est juste énorme. Quand on est une femme et qu'on est chef d'entreprise, moi, quand vous me voyez avec mes collègues, enfin, on sent pas que, voilà, ce sont mes collègues. Enfin, c'est des personnes d'abord qui ont cru en moi avant de se lancer, on va dire, dans le projet. Donc, j'ai essayé, enfin, quand on est une femme, on arrive à transmettre de la confiance, de l'amour, de l'empathie autour de nous. Je pense que c'est important. Et aussi, la vision et aussi le travail, la rigueur du travail que nous apportons. Donc, voilà, si tu es une jeune fille, ne te dis pas que être une fille, je sais pas, c'est un handicap. C'est pas du tout ça. Tu peux changer le monde. Enfin, moi, on est au 21e siècle, on ne va pas dire que, voilà, quand on est femme, on va rester dans la case des femmes. Certes, il y a encore, on est encore beaucoup loin de la parité, mais il y a des femmes qui sont en train de faire des choses extraordinaires, qui sont en train de changer le monde, qui sont en train de mettre, on va dire, leur pierre à l'édifice. À la diaspora aussi, c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora qui sont en train de retourner, qui sont en train d'entamer des projets. Certes, c'est compliqué quand on est de la diaspora parce que des fois, on déconnecte du pays. Et revenir à la réalité, c'est un changement brusque pour beaucoup de gens. Mais il faut le vivre, il faut venir. Il faut si on y va pour faire ce qu'on a à faire et qu'on rentre pour apporter, on va dire, notre expertise, notre savoir-faire à notre pays, à notre continent. Je pense que c'est de ça notre continent a besoin. C'est de ça notre continent a vraiment besoin. Donc, retourner à la source. Et qu'on nous facilite aussi l'implantation, c'est important. Ah, donc les autorités, les pouvoirs publics. C'est ça. Peut-être un dernier message au pouvoir public? Le dernier message au pouvoir public, c'est de nous soutenir en tant que nous présentons en tant que marque africaine, en tant que marque guinéenne aussi, parce que nous vendons le Made in Guinée partout que nous sommes, dans les médias, dans tout ce que nous faisons, nous essayons réellement de mettre la Guinée au centre, on va dire, de la marque. Donc aux autorités, ce que moi l'appel que je peut le lancer, c'est de nous passer des commandes. Nous, on a besoin de ça. Je sais qu'ils ne sont pas des bailleurs de fonds. Ne me donnez pas d'argent. Passez-moi des commandes. Utilisez nos smartphones. Vendez-le. C'est ce que le Maraphone fait avec le gouvernement de Paul Kagame. Donc, faites-le. Utilisez le Confabo. Utilisez dans vos services. Utilisez dans vos ministères. Faites-le. Enfin, utilisez comme le font Bonadi, qui utilise notre téléphone comme flotte, comme Société Générale. Donc, passez-nous des commandes, utilisez comme flotte. C'est tout ce que vous pouvez faire pour nous. Donc, et soyez fiers de cette marque. Voilà. Donc, soyez fiers de la marque. Passez vos commandes. Consommons local, consommons guinéen. Mettons les produits guinéens en avant. Au moment où je la naissais et maintenant, là, je vois une grande différence. C'est tout ce que je cherchais dans la vie, que ma fille, que mes enfants soient reconnus dans le monde entier. Je souhaite pour tout le monde, pour toutes les mères, de laisser ses enfants, de laisser les enfants étudier, de laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, puisque je sais quand même que Fadima Diawara n'a pas fait ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle a fait droit. Elle a laissé tomber tout ça. Elle a fait autre chose. C'est sa conviction aujourd'hui. Vraiment, je la félicite. En tout cas, merci Madame Traoré, Fadima Diawara, j'y arrive. Merci de nous recevoir. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Mariée, mère de 2 enfants, partagée entre son foyer qu'elle gère depuis l'Espagne et son entreprise Confabo qu'elle gère sur la Guinée, et au même moment, elle passe un MBA. Comment a-t-elle réussi à s'organiser, à s'y prendre pour développer une telle marque de téléphone comme Confabo?
4 clés pour vous permettre de pouvoir mieux la cerner et surtout pouvoir la modéliser. La première clé à retenir, c'est qu'elle a réussi à faire ce qu'elle peut faire là où elle est avec les moyens de bord. Elle n'a pas attendu de tout avoir, de mobiliser toutes les ressources en termes de compétences, toutes les ressources en termes d'expérience, surtout en termes de ressources financières pour pouvoir lancer sa boîte. Et pour vous comme message, n'attendez pas, tout simplement, faites ce que vous pouvez faire là où vous êtes avec les moyens de bord. La deuxième clé, ne cherchez pas tout de suite à monter un business plan, mais plutôt cherchez à faire valider votre produit auprès de votre marché. Ce n'est qu'en ce moment-là que vous saurez est-ce que votre produit il est bon, est-ce que votre produit il intéresse votre marché et le reste pourra s'en suivre. La troisième clé, soyez persévérant. Pour qu'elle puisse avoir la confiance d'une première usine pour pouvoir l'accompagner à produire son tout premier prototype, elle a dû envoyer jusqu'à 100 mails avant d'avoir un premier fournisseur pour l'accompagner pour les prototypes de marque Kumfabo qu'elle a pu faire. C'est pour qu'un peu plus tard, ce dernier accepte de devenir tout simplement son fournisseur de marque de téléphone. Mais au-delà de ça, pour venir jusqu'à avoir la marque de téléphone Kumfabo ou le prototype qui a pu être validé, elle était à son 4e essai. Première tentative, ça n'a pas marché. La seconde tentative n'a pas été validée, non plus la troisième. Ce n'est que la 4e, les F99 qui ont finalement pu être validés. Donc, soyez persévérants tout simplement. La 4e clé, acceptez de travailler sur votre visibilité. Acceptez de communiquer sur ce que vous êtes en train de faire parce qu'une seule chose à retenir, quelle que soit la qualité du produit dont vous disposez, si personne n'est au courant de l'existence de ce produit-là, bien entendu, personne ne l'achètera. Donc, acceptez de communiquer, acceptez de profiter de la magie d'Internet pour pouvoir tout simplement communiquer sur ce que vous avez comme produit. Ça a été l'une des clés qui a permis, elle par exemple, d'être contactée par la Société Générale après avoir été refusée par plusieurs entreprises de la place.